Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. L'intelligence est de se retirer du mal. Délices de la pauvreté. Je vous écris cette lettre surtout pour mettre vos tourments en face des délices de la pauvreté. Il y a une mesure de l'homme à laquelle il faut constamment répondre. Le chou bouilli dans une simple eau salée donne une soupe claire qui ne contente pas totalement. Si c'est tout ce que l'on a à manger, on est obligé d'imaginer le surplus ou de se fabriquer des raisons de contentement. Chaque fois au détriment des vraies raisons de vivre. Un jarret de porc salé dans la soupe de chou blanc commence à fournir déjà assez de matière, surtout si c'est un jarret un peu rose, avec d'onctueuses petites mottes de gluants dans les jointures. Quelques pommes de terre fournissent à la soupe une épaisseur qui non seulement satisfait l'appétit, mais encore permet au goût de rester plus longtemps sur la langue. Nous ne sommes pas loin de la perfection. Peut-être un petit morceau de lard maigre. Si nous voulons pousser cette perfection jusqu'à ses limites les plus extrêmes, de quoi contenter l'homme le plus aristocrate, quelques carottes, un poireau, 2 coques d'oignons, 3 grains de genièvre composeront à notre pauvreté les plus riches arrière-goûts, presque des aliments de rêve, une possession de grands civilisés. La civilisation, c'est la possession du monde, l'art d'en jouir. C'est une union avec le monde de plus en plus intime, où des couteaux très aiguisés tranchent en de brusques joies vos veines et vos artères pour en aboucher la coupure aux veines et aux artères du monde et vous mélanger avec lui. Au moment où elle a la plus belle fumée, versez la soupe dans vos assiettes creuses sur des tranches de pain de ménage légèrement rôties. Les paysans du monde entier savent faire 7000 sortes de saucisses. C'est être riche que de les posséder toutes dans son saloir. Mais il est impossible de les mettre toutes dans votre soupe, même pas en petites rondelles. Ce ne serait pas bon. Et même si ce devait être bon, au bout de tout le trafic qu'il vous faudrait mener pour les dépendre et en couper des morceaux, vous auriez perdu l'appétit sans lequel rien ne compte. Il est donc inutile de travailler à les posséder toutes. La pauvreté, c'est l'état de mesure. Tout est à la portée de vos mains. Vivre est facile. Vous n'avez à en demander la permission à personne. L'état est une construction de règles qui crée artificiellement la permission de vivre et donne à certains hommes le droit d'en disposer. En vérité, nul n'a le droit de disposer de la vie d'un homme. Donner sa vie à l'état, c'est sacrifier le naturel à l'artificiel. C'est pourquoi il faut toujours qu'on vous y oblige. Un état, s'il est supérieurement savant en mensonge, pourra peut-être réussir une mobilisation générale sans gendarmes, mais je le défie de poursuivre une guerre sans gendarmes, car plus la guerre dure, plus les lois naturelles de l'homme s'insurgent contre les lois artificielles de l'État. La force de l'État, c'est sa monnaie. La monnaie donne à l'État la force des droits sur votre vie. Mais c'est vous qui donnez la force à la monnaie, en acceptant de vous en servir. Or, vous êtes humainement libre de ne pas vous en servir. Votre travail produit tout ce qui est directement nécessaire à la vie. Vous pouvez manger sans monnaie, être à l'abri sans monnaie, assurer tous les avenirs sans monnaie, continuer la civilisation de l'homme sans monnaie. Il vous suffit donc de vouloir pour être les maîtres de l'État. Ce que le social appelle la pauvreté est pour vous la mesure. Vous êtes les derniers actuellement à pouvoir vivre noblement avec elle. Et cela vous donne une telle puissance que si vous acceptez enfin de vivre dans la mesure de l'homme, tout autour de vous prendra la mesure de l'homme. L'État deviendra ce qu'il doit être, notre serviteur, et non notre maître. Vous aurez délivré le monde sans bataille. Vous aurez changé tout le sens de l'humanité. Vous lui aurez donné plus de liberté, plus de joie, plus de vérité que n'ont jamais pu lui donner toutes les révolutions de tous les temps mises ensemble. Une révolution industrielle. Car c'est la grande révolution. Et vous pouvez y employer sans remords tous vos désirs de violence et de cruauté. Ils sont ici légitimes. Ils n'ont à s'exercer que contre vous-même. C'est la grande révolution de la noblesse et de l'honneur. Vous, seul à en être capable. D'abord, parce que vous êtes restés des hommes purs, malgré l'état d'esclavage dans lequel la monnaie essaye de vous retenir, et aussi parce que votre travail est le seul qui puisse se libérer avec aisance
des sujétions sociales. Il n'est pas possible qu'un ouvrier des temps modernes puisse se libérer du social. Le social le nourrit. Vous pouvez vous libérer aisément du social parce que vous êtes les maîtres de votre nourriture et de la nourriture de tous les hommes. Votre libération entraînera la libération de tous. C'est une révolution d'âme, mais elle s'inscrira sur le visage du monde en marque matérielle formidable. Je veux dire que votre beauté sera marquée sur la terre comme la laideur est maintenant marquée sur la terre. Je veux dire que ceux qui traversent par exemple tout un grand pays en avion ne le reconnaîtront plus, ni dans sa forme, ni dans sa couleur, ni dans son odeur, quand vous aurez accompli votre vrai travail d'homme. La mesure. Je parle de cette pauvreté qui est la mesure, quand vous avez poursuivi la richesse qui est la démesure, et qu'elle vous a désespéré dans une misère qui détruit les hommes et les pousse naturellement et raisonnablement à se détruire. Quand vous n'osez plus parler de paix et que vous désirez la paix. Je parle de cette pauvreté qui est la mesure et la paix. Je parle de cette pauvreté qui est la richesse légitime et naturelle, la gloire de l'homme. Vous n'avez pas besoin des militants modernes et de ces exhortations à l'union qui ne sont que les préludes à la constitution des troupeaux d'hommes. Vous avez dans vos cœurs cette pauvreté militante, et si jamais une fois sous le soleil, une armée peut être légitimement qualifiée de noble et d'honorable, c'est l'armée que vous formerez sous le commandement de la pauvreté. Il n'y aura pas d'union plus solide que votre union, il n'y aura pas de force plus grande que votre force, il n'y aura pas de liberté plus grande que votre liberté. Nous aurons enfin dépassé la période des jeux cruels de notre enfance. Nous serons devenus de paisibles adolescents, enfin capables d'amour et de jouissance. L'atroce orgueil de ne jamais vouloir se déjuger. De tous côtés, l'homme est assailli de promesses d'hommes. On lui promet la grandeur et la joie par-dessus le marché. Jamais il n'a été plus facile de se faire croire que dans nos temps modernes où nous avons perdu toutes les croyances. Nous avons tellement perdu d'espoir que nous n'exigeons plus rien de celui qui promet. Il n'est plus nécessaire qu'il parle la parole divine. Il nous suffit qu'il parle n'importe quelle parole. Perdu dans la forêt des faux prophètes, le moindre petit sentier nous sauve provisoirement. Les guides nous ont conduits dans des cantons de la vie où la boue nous monte jusqu'aux cuisses. Les lianes arrêtent nos bras et serrent nos coups. Des épidémies de l'intelligence nous enfièvrent au milieu de notre position. L'atroce orgueil de ne jamais vouloir nous déjuger nous empêche de remonter les chemins de l'erreur. La moindre petite chose que nous trouvions dans notre malheur, nous en faisons miracle. Nous lui confions tout de suite nos espoirs, nous lui élevons des temples, nous lui consacrons des sacrifices humains sans mesure. Quel progrès avons-nous fait sur les populations barbares dont nous entretiennent les anciens navigateurs, quand aucun de nous ne peut être assuré qu'il ne va pas être brusquement sacrifié sans raison sur l'autel de la patrie ou sur l'autel de la politique. Quand il est presque certain que vous allez être obligés de donner vos enfants à l'esclavage du temple usinier. Quand chaque jour nos inventions broient paisiblement une bonne proportion de ces hommes qui se confient à leur divinité supposée. La joie, nous n'y croyons plus, mais nous croyons au progrès. Nous ne pensons plus à la joie, nous pensons au progrès. Déjà, personne ne vous promet plus que le progrès vous donnera la joie. On ne vous pousse plus à la poursuivre, on vous pousse à poursuivre je ne sais quelle artificielle grandeur. On veut faire de l'humanité tout entière ce qu'on a fait de certains hommes à qui la guerre a cassé la colonne vertébrale et qu'on soutient avec des corsets de fer et des mentonnières armurées. Ils ont des médailles et des brevets de héros, mais quand une femme se marie avec eux, ouvertement on la félicite et sincèrement on la plaint. Pour eux, rien ne remplacera jamais leur vraie colonne vertébrale, toute simple, toute naturelle, pas du tout technique, mais si savante à poursuivre, atteindre la joie et s'en nourrir. Cette petite colonne vertébrale d'homme, pas du tout glorieuse suivant le social, mais oh, combien glorieuse suivant la vie. Le paysan doit rester paysan.
Non seulement il n'a rien à gagner à devenir capitaliste, mais il a tout à perdre. J'estime que l'expérience actuelle le prouve assez pour qu'il soit encore nécessaire de continuer à le démontrer. Il a également tout à perdre à devenir ouvrier, comme les paysans le sont en société communiste. Il y perd sa liberté. Dans l'un et dans l'autre cas, il ne fait qu'augmenter sa sujétion à l'État. Il confie sa vie à l'État. Même sans contester l'excellence de l'État, il vaut toujours mieux être le maître de sa propre vie. Être paysan, c'est être exactement à la mesure de l'homme. En aucun cas il ne doit travailler plus que pour sa propre mesure. S'il la dépasse, il ne la dépasse que pour pervertir la destination de ses produits, c'est-à-dire pour changer ses produits en monnaie, c'est-à-dire pour permettre, grâce à ce procédé, la force de l'État, et permettre à l'État d'exercer cette force. Et les premiers contre lesquels l'État exerce sa force sont les paysans. Dès que le paysan dépasse sa propre mesure, il autorise son esclavage et donne à l'État droit de vie et de mort sur lui et sur ses enfants. Si peu que ce soit, car une recherche de profit même minuscule est comme une graine de champignon. Une seule, et tout l'humus en est couvert. Il y a 9 millions de paysans en France. La moindre recherche de monnaie de l'un d'entre eux est très rapidement multipliée par 9 millions. Le désir de profit est lui-même monstrueusement prolifique, et dès que la première cellule du désir est formée, l'homme est bientôt dévoré par un monstre qui ne cesse pas de grandir. Le paysan ne doit faire aucun profit. Il faut qu'il sache que, désirer le plus petit profit, c'est se condamner à mort lui et ses enfants. La fiche de mobilisation est la conséquence logique de son profit. La mesure que le paysan ne doit pas dépasser, c'est son nécessaire, le nécessaire de sa famille, le nécessaire de quelques artisans simples, faciles à dénombrer, qui produisent à côté de lui les objets indispensables à son travail et à son aisance. Voilà la pauvreté, la petite colonne vertébrale naturelle de la vie. Voilà ce qui la rend capable d'amour et de joie. Toutes les tragiques aventures dans lesquelles on la meurtrit ne font que rendre de plus en plus indispensables les corsets de fer et les mentonnières armurées. À la fin du compte, l'infirme, artificiellement soutenu par ses inventions, continue à garder l'apparence d'un homme, mais il ne peut plus coucher tout nu avec la femme qu'il aime.